Bonjour tout le monde, il est 7h30, il est 8h, voilà, ça commence très bien cette histoire. Il est 8h, bienvenue dans la matinale d'Antoine BM, la matinale dans laquelle on parle de business, d'entrepreneuriat en ligne, c'est des conseils pratiques, c'est pas juste de l'actualité, c'est pas juste de l'info, mais aujourd'hui, on va parler d'une actualité. Voilà, et je voudrais faire le lien justement avec mon sujet. Bonjour à tous, est-ce que tout est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Petite nouveauté aujourd'hui, le live n'est pas diffusé seulement sur YouTube. Attends, je vais baisser un petit peu la caméra. Le live n'est pas diffusé seulement sur YouTube, mais il est aussi diffusé sur Twitter, sur Twitch, grosse nouveauté. Je vais voir ce que je peux faire là-bas, si je peux avoir une audience sur Twitch, j'en sais rien. Et sur d'autres plateformes, voilà, j'ai voulu mettre sur LinkedIn aussi, mais ça n'a pas marché. Ok, bonjour à tous, tout est bon, super. Salut Mathias, salut Abrev, salut Borcha, salut Cassim, salut Gianni. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Faut savoir que peu importe la plateforme sur laquelle vous regardez ce live, la meilleure c'est YouTube, c'est ma petite préférée, mais peu importe celle pour laquelle vous regardez, vous pouvez participer au chat et je verrai vos questions sur le chat, donc je pourrai y répondre. Et on va commencer aujourd'hui, on est déjà une trentaine, c'est chouette. On va commencer aujourd'hui par cette actualité. Est-ce que vous en avez entendu parler? Moi, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'aucun média français n'en a parlé. C'est le mouvement anti-work. Voilà, mouvement anti-work aux États-Unis. Grande vague de démissions aux États-Unis en ce moment chez les millennials, donc les 25-35 ans. Je voudrais vous expliquer pourquoi ce mouvement, de quoi c'est parti, ma propre analyse de ce mouvement-là et quelle solution est-ce que je verrais au problème qui est lié à ce mouvement-là. Le son est un peu renfermé, on me dit malheureusement je ne peux pas faire tous les check-ups maintenant, mais merci de me dire, je vérifierai tout ça après. Donc est-ce que vous avez entendu parler de ce mouvement, le mouvement anti-work? Est-ce que vous avez vu, je sais pas, ça dans la presse française, ou est-ce que vous avez des amis qui vous en ont parlé, ou est-ce que vous êtes renseigné par vous-même? C'est quelque chose dont on parle de plus en plus aux États-Unis, parce que pour l'instant ça concerne les États-Unis, mais comme beaucoup de choses qui concernent les États-Unis, ça pourrait être importé en France, et c'est toujours intéressant d'observer ce qui se passe avant justement que ça arrive. Alors, ce qu'on me dit juste à propos du chat, c'est que voilà, vous pouvez participer au chat sur toutes les plateformes, mais pas sur le groupe Facebook. Donc, si vous regardez ça depuis le groupe Facebook, le mieux c'est d'aller sur YouTube ou sur ma page Facebook pour pouvoir participer au chat. Sur BFM Business, on aborde le sujet. Ok. Donc, c'est probablement des choses qui sont pour l'instant abordées seulement sur des médias spécialisés. Ok. Je voudrais qu'on en parle parce que c'est super intéressant. Alors, tout est parti, et je vais te montrer ça tout de suite. Tout est parti d'un subreddit qui comporte quand même 879 000 personnes. Alors Reddit, si tu connais pas, c'est une plateforme qui remplace les forums aux États-Unis. Tout est parti d'un subreddit qui s'appelle Anti-Work, qui existe depuis un moment, mais qui est devenu très populaire ces derniers mois. J'aurais de partager mon écran pour qu'on puisse le regarder ensemble. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Donc, c'est un subreddit sur lequel les gens, globalement, se plaignent de leur travail, de leurs conditions de travail ou des conditions de travail en général. Donc, voilà, c'est surtout des blagues, des gens qui partagent des messages qu'ils ont reçus, des tweets qui les ont marqués. Et globalement, c'est des gens qui vont se plaindre de leur salaire en disant qu'ils sont mal payés, mais aussi des heures sup non payées qu'on leur propose. Et puis même, ça va plus loin, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'ils se plaignent en fait globalement de faire un travail qui n'a aucun sens pour eux, de faire un travail qui leur apporte aucune reconnaissance, mais en contrepartie, on leur demande, dans cette hustle culture américaine, on leur demande de tout donner. On leur demande de faire en sorte que leur boulot, ce soit leur vie, qu'ils viennent le matin avec un grand sourire, qu'ils fassent des heures sup, sans rien demander en échange parce que c'est leur boulot, ils doivent être à fond dans le boulot et c'est la culture américaine qui dit ça, qui est le boulot c'est ta vie, tu dois hustle, tu dois te démener. Sauf que les mecs quand ils bossent chez Wendy's, alors je t'invite à aller voir cette vidéo qui résume un peu tout, sauf que le mec quand il bosse chez Wendy's, chez Burger King, il n'a pas franchement l'impression que voilà, d'être reconnu à sa juste valeur et c'est normal. Donc voilà, tout part de ce subreddit qui comporte quand même 888 000 maintenant personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas resté sur ce subreddit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est allé plus loin puisqu'on commence à apercevoir le début aux États-Unis d'une vague, une véritable vague de démissions.
Donc c'est un mouvement social et c'est pas un mouvement social qui se passe dans la rue par des protestations, par des manifestations. C'est un réseau social qui se passe c'est un mouvement social qui impacte directement l'économie puisque les gens démissionnent et on a pas mal de business qui commencent à se retrouver à court de main-d'œuvre. Ce qui pourrait évidemment, si ça va plus loin, causer des problèmes plus importants à l'économie américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà, dites-moi, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que c'est des feignasses? Est-ce que ils exagèrent? Est-ce que au contraire, ils ont raison, il faut se battre, machin? Ça m'intéresserait déjà d'avoir votre ressenti instinctif là-dessus. Parce que moi, j'ai eu un ressenti instinctif et je t'avoue, bah, mon ressenti instinctif, c'était quand même, ils abusent. Les mecs aux États-Unis, t'as quand même pas les pires conditions de travail au monde. T'as quand même un peu de protection sociale, t'as un salaire minimum qui est pas si mauvais, et bah, c'est juste des millennials qui n'ont pas envie de bosser, quoi. C'était ma première réaction instinctive. Et puis ensuite, j'ai réfléchi, je me suis rappelé un peu d'où je venais, je me suis rappelé aussi un peu les boulots, les petits boulots que j'ai fait avant de devenir entrepreneur, et j'ai commencé à comprendre. Alors, je vais voir un petit peu ce que vous me dites. Euh, Ouais, ce qui se passe aux USA arrive très vite en France et en Europe, tout à fait. Normalement, généralement, on est plutôt les leaders sur ce qui est mouvement social, donc c'est intéressant de voir un mouvement qui démarre aux US. C'est normal que le live est juste sur Twitch. Alors normalement, il est aussi sur YouTube, sur les autres plateformes. Dites-moi si vous ne pouvez pas le voir sur YouTube, mais si, je crois qu'il y a des gens qui le voient sur YouTube. Euh, Ça m'inspire, il y aura bientôt l'ère des indépendants d'envergure mondiale. On va y revenir aussi à ça. C'est leur choix. Aux USA, je pense que le côté libéral est plus important, donc je pense que ça aurait pu légitimer qu'en France, on soit plus protégé. Je trouve ça dommage de toujours voir les gens manifester ou faire ce genre d'action, surtout vu leurs conditions. Il existe d'autres moyens, type pétition, etc. Euh, Apparemment, les gens démissionnent pour trouver un job mieux payé. Alors, il y a de ça aussi. Alors, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est toujours de comprendre pourquoi. C'est bien, enfin, tu vois, on peut juger les gens si on a envie, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où viennent les mouvements. Le problème, c'est très rarement les gens individuellement. Le problème, c'est généralement, c'est le système. C'est le système qui est à l'origine des mouvements et des choses qui apparaissent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les millennials aux États-Unis, donc mon âge, en gros, entre 25 et 35 ans, ils, euh, ils n'ont pas vécu, si tu veux, la même vie et ils n'ont pas les mêmes possibilités que leurs parents. Leurs parents qui sont les premiers à critiquer ce mouvement, qui les traitent de fainéants, qui les traitent de gosses gâtés, trop exigeants, de fragiles, même d'anti-américains parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, ils ont la critique facile. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces boomers, ils ont une vie extrêmement avantageuse. Ils ont eu un accès au rêve américain, c'est-à-dire ils ont beaucoup été propriétaires à 30 ans d'une grande maison dans des suburbs américains. Ils n'ont pas eu à s'endetter lourdement pour payer leurs études. Ils ont eu un taux de chômage qui était assez faible. Bref, ils ont eu les 30 glorieuses. La vie était relativement facile. Pour les millennials aujourd'hui, c'est complètement différent, puisqu'il y a deux grands problèmes aux États-Unis. Le premier problème pour les jeunes, le premier problème, c'est l'endettement étudiant, qui a atteint des sommes absolument colossales. Et pour que tu t'en rendes compte, je voudrais te montrer un petit graphique. Ok. Euh, voilà, average student loan. Voilà. Donc là, on a le niveau de la dette étudiante depuis 1992 jusqu'à 2017. Et je sais pas si tu vois, mais cette dette étudiante, et encore, on n'est que depuis 1992. La tendance a commencé bien avant. Donc je sais pas si tu vois, mais la dette étudiante est passée de moins de 10 000 dollars de dette, ce qui est supportable, à une moyenne de 30 000 dollars de dette. Je sais pas si tu te rends compte, mais 30 000 dollars de dette étudiante, c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est-à-dire que tu prends tous les étudiants américains, en moyenne, ils démarrent leur vie en ayant 30 000 dollars de dette. Et c'est une moyenne. C'est-à-dire que des étudiants qui font des écoles plus prestigieuses se retrouvent parfois avec des dettes de 100 000, 200 000 dollars, parfois encore plus que ça. C'est-à-dire que tu commences ta vie active, tu n'as encore rien, tu vois, tu n'as encore rien fait, tu n'as jamais gagné un centime de ta vie. Tu commences ta vie active avec une dette de parfois plusieurs centaines de milliers de dollars. Voilà comment tu commences ta vie, ce qui n'était pas le cas encore une fois pour la génération de leurs parents. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le logement. Et ça, c'est un truc aussi qui a énormément changé. Hop, je vais te montrer le logement. Le logement. Voilà, ça doit être ça. Ok. Il y a un deuxième facteur qui a été que
aux États-Unis, les gens doivent payer de plus en plus cher pour se loger. Il y a eu une explosion du prix des logements et des loyers. Et là, on le voit sur ce graphique où c'est vraiment fou, quoi. Si tu regardes 1965, le prix moyen d'un logement, c'était quoi? C'était même pas 30 000 dollars aux États-Unis. C'est-à-dire que le prix moyen d'un logement aux États-Unis était inférieur à la dette qu'ont aujourd'hui les étudiants américains quand ils démarrent leur vie. À l'époque, avec cette dette qu'ils ont, ils auraient pu avoir une maison. Aujourd'hui, ils démarrent leur vie, ils ont cette dette à rembourser, ils ont juste leur diplôme. Regarde comment ça a augmenté et regarde aujourd'hui ce que ça a atteint. Ça a encore explosé en 2021. On est à plus de 400 000 dollars en moyenne pour se loger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui entre dans la vie active aux États-Unis, non seulement il a une dette en moyenne de 30 000 dollars, ce qui est énorme, mais en plus, s'il veut devenir propriétaire, il va falloir qu'il débourse en moyenne 450 000 dollars, qui évidemment il n'a pas. Donc on se retrouve en fait avec une génération qui subit, et il n'y a pas d'autre mot, je ne sais pas si ça devient vu, ouais. On se retrouve avec une génération qui subit ce qu'on appelle simplement un déclassement social. Voilà. Un déclassement social, c'est-à-dire que leurs parents ont eu une vie économique plus facile que la leur. Ça, c'est la vérité. Donc on peut dire que les millennials, ils sont fainéants, on peut dire que c'est des branleurs, on peut dire qu'ils ont tout, voilà, que c'est des enfants gâtés. La vérité factuelle, quand on regarde les chiffres, c'est qu'ils ont subi un profond déclassement social et qu'aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est simplement d'avoir un job qui leur propose, qui leur permette en fait de se loger et de se nourrir correctement et de rembourser leurs prêts. Ce qui n'est plus le cas pour tous les petits jobs. Et même si les salaires globalement ont augmenté, ils n'ont pas augmenté aussi vite. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, les boomers, ils regardent ça et ils disent non mais attends, 14 dollars de l'heure, moi j'étais payé 7 dollars de l'heure, c'est scandaleux. Machin. Oui, mais le coût de la vie était infiniment moins cher. Et là, je parle juste des logements et de la dette étudiante. Je ne parle pas de l'inflation. L'inflation a été colossale aussi aux États-Unis, on le sait. Donc aujourd'hui, il y a un décalage qui est croissant entre la rémunération des Américains qui, à l'échelle mondiale, est très élevée et le coût de la vie qui a pris une ampleur encore plus importante. Donc en plus de tout ça, donc en plus de faire des jobs un peu minables chez Wendy's, chez Burger King ou chez Amazon, en plus de faire des jobs un peu minables et de pas gagner suffisamment d'argent pour pouvoir se loger correctement, on leur demande, avec cette hustle culture, de faire tourner leur vie autour de leur travail. Donc on dit ton travail, t'es clairement désavantagé, mais ça doit être ta vie. Tu dois te démener tous les jours au travail. Et c'est des travails en question qui aujourd'hui sont très standardisés et apportent aucune reconnaissance. Quand tu bosses dans un fast-food, on peut te dire ce qu'on veut sur l'importance de ton métier, tu auras toujours l'impression de faire un petit boulot. Et donc, évidemment, quand tu bosses dans un fast-food, quand tu vas chez Starbucks ou quand tu bosses chez Amazon, c'est normal si ta vie ne tourne pas autour de ton travail. C'est même plutôt bon signe. Ça veut dire que tu as d'autres sources d'intérêt dans ta vie que simplement faire ce petit job hyper standardisé. Tu fais le même job que des millions de personnes qui n'est pas très intéressant, qui apporte pas beaucoup de valeur et sur lequel surtout tu n'as aucun pouvoir, sur lequel tu n'as aucune influence. Tu peux dire ce que tu veux à ton supérieur, il n'y a rien qui va changer parce que c'est des grosses boîtes, parce que c'est standardisé et que les décisions se prennent beaucoup plus haut. Donc, personne n'est à l'écoute de ce que tu fais. Donc, comment s'investir dans un travail dans lequel on a l'impression d'être juste de la chair à canon financière. On a l'impression d'être juste des bras pour travailler. Donc ça, déjà, tout ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Et donc, à cause de ça, à côté de ça, d'un côté, il y a tout ça, il y a ce sentiment de faire un travail qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit avoir pour vivre dignement. C'est pas des gens qui demandent, tu vois, un travail de fou, c'est des gens qui demandent simplement de pouvoir vivre dignement. À côté de ça, on a les médias américains qui nous rabâchent toute la journée que les milliardaires américains sont toujours plus riches. On nous parle de la fortune de Bezos. Bezos, il pèse 200 milliards de dollars, ce qui est quand même pas rien. Musk, qui est devenu l'homme le plus riche du monde il y a peu de temps, il a dépassé les 220 milliards de dollars. On parle de ça toute la journée. On trouve des titres dans la presse du style comment Elon Musk a gagné 13 milliards en à peine 5 jours. Parce qu'évidemment, c'est des gens qui ont énormément d'actions dans leur propre boîte. Et donc, quand l'action dans leur boîte augmente, leur fortune augmente immédiatement. Ils peuvent quasiment rien faire en fait pour l'en empêcher. Et donc, ça donne un peu ce sentiment à tous ces gens frustrés déjà par ce déclassement social, de dire non seulement j'ai été déclassé socialement, non seulement je galère et j'arrive pas à être logé décemment et à manger comme je veux, mais en plus, j'entends toute la journée ces articles de presse de ces milliardaires qui gagnent 10 milliards en une semaine, on ne sait même pas pourquoi, sans rien faire. Et évidemment que ça génère de la frustration, évidemment.
un des 1 300 000 employés qui bossent pour Amazon, une des petites mains d'Amazon mal payées, qui entend que le yacht de 150 mètres de Jeff Bezos vient enfin de sortir de l'usine, ça ne peut pas créer autre chose que de la rancœur. Ça ne peut pas créer autre chose que de la rancœur. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est probablement que vous ne l'avez pas vécu. Alors, moi, j'ai pas été longtemps salarié, mais je peux te parler d'une expérience, de deux expériences même de salariat où j'ai connu cette rancœur-là. La première expérience, c'est mon tout premier stage en tant qu'étudiant en école de commerce. C'était un stage à Londres, dans un collège, enfin dans une université londonienne. Et le principe de ce stage, c'était qu'il fallait le faire pour valider notre année, mais on n'était pas payé. Donc vraiment, tu travailles toute la journée, 8 heures par jour, pour 0 €. Il n'y avait rien qui était remboursé, ni les billets de train pour aller à Londres, ni les transports pour aller au travail, ni même la pause déj, le déjeuner. Zéro, que dalle, rien n'était remboursé. Évidemment pas le loyer exorbitant de Londres, donc on devait tout payer à nos frais. Et en plus, c'est pas comme si c'était un stage enrichissant qui nous apprenait des choses, on était juste de la main-d'œuvre, de la chair à canon financière, c'est-à-dire qu'on nous utilisait pour faire des scans, pour faire des photocopies, pour ranger les archives, bref, pour utiliser en gros nos bras et pour faire quelque chose qui allait strictement rien nous apporter d'un point de vue professionnel. Donc, quand tu travailles, quand tu fais ce job, alors moi j'ai passé un bon moment parce que j'ai kiffé Londres, j'étais avec mes potes et tout, je me suis bien amusé, mais tu peux pas éprouver autre chose que de la rancœur et surtout, tu ne peux pas t'investir, on peut pas te demander de t'investir dans ton travail sous cette condition. Moi, ce que je faisais, c'était que la moitié de la journée, j'avais mes écouteurs branchés sur mon ordinateur, je regardais des émissions télé ou des vidéos YouTube, et les autres employés dans la pièce le voyaient très bien, mais ils n'osaient rien me dire parce qu'ils savaient que j'étais exploité. En fait, tout le monde le savait, que c'est la définition de l'exploitation. Quand on presse quelqu'un en lui demandant d'utiliser ses bras toute la journée pour nous, sans rien en échange, même pas défrayer les repas le midi ou le métro pour venir, ça s'appelle, c'est la définition de l'exploitation. C'est un fait, tu vois, c'est factuel. La deuxième expérience que j'ai vécue, j'en ai souvent parlé dans mes contenus parce que ça a été pour moi le déclic pour devenir entrepreneur. Ça a été un autre stage. Décidément, les stages, c'est souvent très formateur sur ces trucs-là, sur le fait de plus vouloir être salarié de sa vie. Ça a été un stage dans une entreprise de vente de piscines sur Internet. Et en gros, le concept, c'était, il y avait le patron, il y avait le manager qui était le beau-fils du patron, et tous les autres dans la boîte, c'était que des stagiaires. Donc, on sent déjà la boîte un peu rat, qui veulent juste économiser un maximum, parce que les stagiaires en France, c'est 400 € par mois. 400 € par mois, c'est quand même modéré comme salaire. Donc, 400 € par mois pour travailler 8 heures par jour, avec un patron qui surcontrôle ce que tu fais, qui vérifie discrètement tout le temps derrière ton ordinateur si t'es pas en train de glander sur Facebook. Donc déjà, ça commence ambiance un peu tendue. Et quand tu découvres en plus, parce qu'il y a une employée qui est tombée sur la feuille de paye de ton manager, que lui se verse 18 000 € par mois, ça fait un peu mal. Tu te dis, ouais, il y a quand même un décalage, quoi. Il y a ce décalage entre cette volonté vraiment de tirer un maximum de valeur que tu peux de tes stagiaires en les payant le minimum légal, tout en toi te versant une fiche de paye de 18 000 € par mois. Et donc, quand on a découvert ça, on ne pouvait pas connaître autre chose que de la rancœur. C'est impossible. L'être humain, c'est un être qui ne supporte pas l'injustice. Et quand on se sent victime d'une injustice, qu'on a un tel décalage en fait entre la façon dont nous on est traité et la façon dont se traite celui qui nous dirige, on ne peut pas ressentir autre chose que de la rancœur. C'est pour ça que je porte pas de jugement négatif sur ce mouvement-là, parce que je comprends ces gens-là. C'est des gens qui bossent comme des chiens pour un salaire minimum qui ne leur permet pas de vivre décemment, d'être propriétaires et d'avoir la même vie que leurs parents. Et à côté de ça, toute la journée, ils sont soumis à des articles de presse qui leur montrent que leur grand patron, leur grand supérieur, se paye des yachts pas possibles, a gagné 13 milliards en 3 jours. Et donc, ça crée de la rancœur. Ça ne peut pas faire autrement que de créer de la rancœur. C'est ça que je voulais t'expliquer. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, donc ils ont le sentiment que ces milliardaires deviennent de plus en plus riches sans rien faire en exploitant les autres. Ils ont l'impression que travailler, autrement dit, c'est rendre les riches encore plus riches. Alors, mon analyse là-dessus, je vais te faire mon analyse là-dessus. Je regarde un petit peu au passage des commentaires. On t'écoute depuis Times Square, génial. C'est de l'exploitation, c'est clair. Bernard Arnault a voulu devenir entrepreneur après un stage à la SNCF. Les stages, c'est génial pour ça. Alors là, pour le coup, si tu veux te motiver à devenir entrepreneur, ce genre de stage, c'est une motivation fabuleuse. Moi, mon stage de piscine, je me souviens de tous les matins, j'étais dans le bus. En plus, il y avait une ambiance de merde. Stage, j'avais qu'une envie, c'était vraiment de pas y aller, tu vois. Mais juste, bon, voilà, j'aurais pu prendre un arrêt maladie et tout. Je fais pas ça. Je déteste faire ça. Donc, je suis allé tous les jours
pendant les 3 mois de stage de l'été. Ça m'a pris tout mon été, pas de vacances, rien. Et tous les matins dans le bus, j'étais en train de relire la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et tous les matins dans le bus, j'étais en train de me dire, limite, je le disais à haute voix, je me disais, je serai plus jamais salarié, je serai plus jamais salarié, je serai plus jamais salarié. J'ai construit en fait une volonté d'acier de ne plus jamais être salarié parce que j'ai connu ce que c'était. Je dis pas c'est le pire salarié. Évidemment, il y a des gens qui travaillent dans des conditions bien pires que ça. Mais le salariat, dans toute sa splendeur de médiocrité. Évidemment, tous les salariés ne sont pas comme ça. La semaine dernière, on a vu dans une formation comment travailler pour un petit entrepreneur, travailler dans de bonnes conditions, avec plus de liberté. Mais la plupart du salariat, c'est ça. On va pas se mentir, on va pas se leurrer. Et donc, cette espèce de misère mentale. Genre, je me souviens, les stagiaires, on avait la moitié qui était en arrêt maladie tout le temps. Tu vois, cette espèce de misère mentale qui te pousse à gruger, qui te pousse à tricher, qui te pousse à en faire le moins possible. C'est un truc qui te ronge. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, mais plus jamais, j'ai pas envie de vivre comme ça. Moi, j'aime travailler. J'aime travailler. Et tu sais quoi, tout le monde aime travailler. Tout le monde aime travailler. C'est juste qu'on a perverti le travail. On en a fait un truc qu'on doit échanger contre de l'argent. On a fait de la pénibilité, on l'a présenté comme ça. Mais tout le monde aime travailler. Quand on joue à un jeu vidéo, c'est du travail. Un jeu vidéo, c'est rien d'autre que du travail. On accomplit des missions qui sont suffisamment difficiles pour être intéressantes et en échange, on est récompensé par, je sais pas, par des trucs dans le jeu. Un jeu vidéo, c'est du travail. Combien sont les gens qui n'aiment pas travailler et qui jouent à des jeux vidéo? Bien sûr qu'ils aiment travailler, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le bon travail. Quand on fait la cuisine, c'est du travail. Il y a plein de gens qui adorent faire la cuisine. Quand on fait du jardinage, de bricolage, c'est du travail. Il y a plein de gens qui adorent faire ça. Quand on poste sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'on a une super vie, c'est du travail. Trouver les bonnes photos, mettre les bons filtres, etc. Tout ça, c'est du travail. On passe nos temps à travailler parce qu'on aime ça, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a besoin de créer. Je suis convaincu que notre nature d'être humain, c'est un besoin de créer. Voilà. On aime créer, on aime fabriquer, on aime progresser. C'est un truc, c'est ancré en nous. Donc on n'est pas anti-travail. Et je pense que les anti-work ne sont pas anti-work. Je pense que les anti-work, en fait, c'est simplement des gens qui pensent que pas de job, c'est mieux qu'un mauvais job. C'est un peu quelqu'un qui dit « je préfère être célibataire qu'être dans un couple toxique ». Qui ne peut pas être d'accord avec ça? C'est des gens qui pensent que mieux vaut pas de job, ils préfèrent galérer financièrement plutôt que faire un job qui les rend misérables. Et quand on sait ce que c'est que ces jobs qui rendent misérables, et quand on les a vécus, comme c'est mon cas, même si ça n'a pas duré longtemps, on comprend en fait ce qu'ils vivent. On comprend tout à fait. Moi, j'aurais préféré ne pas aller à ce stage, ne pas toucher mes 400 balles par mois, parce que je bossais tellement dans des conditions misérables que ça valait simplement pas le coup. Et donc, en fait, c'est des gens, si tu veux, c'est des gens aussi, il y a au côté optimiste, c'est-à-dire que c'est des gens qui croient encore au travail, puisqu'ils demandent du changement. C'est des gens qui demandent du changement. C'est un mouvement qui a pour objectif de faire changer le travail. Le problème, c'est qu'ils attendent que ce changement vienne de l'extérieur. Et là, on est au cœur du problème, et je vais t'amener petit à petit ma solution et ce que je pense à propos de ça. Le problème, c'est qu'ils attendent que ce changement vienne de l'extérieur, comme finalement énormément de mouvements sociaux qui disent on veut que ça s'améliore, on veut que le système s'améliore. Sauf que les grands changements viennent rarement de l'extérieur, on va le voir tout de suite. Parce que qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont peut-être avoir une loi avec un salaire minimum augmenté de quelques euros. Est-ce que ça va fondamentalement changer la nature de leur mal-être? Probablement pas. Ils vont peut-être avoir un peu plus de protection sociale. Est-ce que ça va vraiment changer ce sentiment de ne pas être à sa place? Probablement pas. Regarde, les gilets jaunes, un excellent exemple. Les gilets jaunes, ça a été quand même probablement une des manifestations les plus mémorables de ce siècle et du siècle dernier. Ça a été un truc quand même énorme, ça a complètement bloqué la France, c'était complètement chaotique. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné 100 balles. Bon, est-ce que vraiment ça a changé la nature de leurs problèmes? Est-ce qu'ils sont plus en colère parce qu'on leur a donné 100 balles de plus? Je suis pas sûr. J'ai pas l'impression que ces changements extérieurs, évidemment, petit à petit, mis bout à bout sur le long terme, ça fait des gros changements. Mais individuellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la réponse individuelle, pas la réponse collective. Mais à l'échelle individuelle, qu'est-ce que tu peux faire? Et on se rend toujours compte qu'à l'échelle individuelle, on peut faire infiniment plus qu'à l'échelle collective. Ça veut pas dire qu'à l'échelle collective, ça ne sert à rien. Ça veut simplement dire que si ton objectif, c'est pas de râler, mais vraiment de changer ta vie, si ton objectif, c'est vraiment de sortir de cette misère mentale, alors c'est à l'échelle individuelle que ça doit se faire. Tu dois t'en occuper tout seul. Tu dois créer un changement de l'intérieur. Et ce changement, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce changement de l'intérieur que tu vas créer, c'est pas du tout un changement égoïste. C'est un changement qui va avoir un impact phénoménal
sur la société. C'est ça que je voudrais te montrer. Donc, ce que vous récoltez les gens avec ce genre de demande de changement externe, c'est des miettes, généralement. 100 balles par-ci, 3 balles de plus sur le salaire minimum par heure. Enfin voilà, c'est des miettes. C'est pas des choses qui vont changer la nature de leurs problèmes. Les vrais changements viennent de l'intérieur. Je t'ai raconté ces histoires de stages que j'ai fait et qui m'ont dégoûté du salariat, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, et dans lesquels je me suis senti complètement misérable et complètement non seulement exploité, mais en plus sous-exploité. C'est-à-dire que j'avais le sentiment qu'on n'utilisait pas du tout mes compétences, je me sentais parfaitement inutile. Et ben, ce que ça m'a apporté comme valeur ces stages, c'est pour ça que je les regrette absolument pas, c'est que c'est ce qui m'a donné envie d'entreprendre. C'est pendant ces stages-là que je me suis dit, ok, je ne serai plus jamais salarié, je vais construire mon activité à partir d'aujourd'hui. Je vais construire mon activité, je vais commencer à créer du contenu. Et j'ai commencé, je me souviens, mon premier défi de publier tous les jours, mon premier défi de contenu quotidien, 30 jours, 30 articles, je l'ai fait pendant mon stage piscine. C'est pas un hasard. C'est que j'avais tellement la niaque, j'avais tellement envie que je me suis dit, c'est bon, je me mets à bosser. J'avais envie de travailler, mais j'avais envie de faire un travail à la hauteur de mes compétences et surtout, j'avais envie de faire un travail qui allait m'apporter une récompense, qui allait m'apporter une liberté plus tard. Donc, le truc, c'est que personne n'est forcé à travailler en tant que salarié, personne n'est forcé à travailler pour les grosses boîtes. Et ça, c'est ça la chance qu'on a, c'est que, en effet, il n'y aurait pas d'autres alternatives que la protestation si on était encore dans un système de caste où c'est déterminé à ta naissance ce que tu vas faire de ta vie. Où on décide au moment où tu nais, bon bah lui il sera salarié dans une grosse boîte et puis lui il sera dirigeant. Dans ce cas-là, évidemment, il n'y aurait pas d'autre option que de tout péter. Dans ce cas-là, je suis bien d'accord. Sauf qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une très très grande liberté dans notre vie, même si on n'en a absolument pas conscience, la plupart des gens n'en ont absolument pas conscience. On a la chance d'avoir une immense liberté et d'avoir cette capacité d'entreprendre. Et le truc, c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui n'a jamais été aussi accessible. Jamais. Et c'est ça le grand drame en fait de ce siècle. C'est que les gens sont persuadés de vivre à la pire époque de l'humanité, alors qu'on vit à la meilleure époque de l'humanité en termes d'opportunités professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, si tu voulais créer ta boîte, déjà, il fallait des connaissances. Tu les trouvais où ces connaissances? Je ne sais pas. Il fallait souvent connaître quelqu'un qui le faisait, qui pouvait nous enseigner le métier. Ensuite, il fallait de l'argent, il fallait beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il fallait souvent faire un prêt à la banque. Et puis quand la banque ne voulait pas nous prêter, il fallait gratter un petit peu chez nos parents, chez nos amis, jusqu'à avoir une somme quand même assez importante pour pouvoir lancer sa boutique, pour pouvoir se créer son stock, pour pouvoir embaucher. Parce qu'on ne pouvait pas créer une entreprise sans tous ces trucs-là. Donc, il fallait finalement avoir des moyens et c'était difficile de se lancer. Et puis en plus, entrepreneur, c'était même pas un boulot qui était particulièrement bien vu. C'était un boulot qui était un peu étrange, un peu bizarre, qui n'était pas forcément reconnu à sa juste valeur, alors qu'aujourd'hui, les entrepreneurs sont des stars. Donc, on vit à une époque où l'entrepreneuriat n'a jamais été accessible. Alors, je mets un bémol ici. Quand je dis que tout le monde peut devenir entrepreneur ou que beaucoup plus de gens peuvent devenir entrepreneurs, je ne parle pas de devenir de créer un immense succès. Je ne parle pas de devenir Elon Musk, je ne parle pas de devenir Bezos, je ne parle pas de devenir Bill Gates ou Steve Jobs, parce que évidemment, par définition, tout le monde ne peut pas être le meilleur, tout le monde ne peut pas être milliardaire, sinon on ne serait plus milliardaire, ça ne vaut plus rien. Mais ce que je te dis, c'est que gagner sa vie sur Internet, c'est-à-dire gagner, je sais pas, entre 2 000 et 5 000 euros par mois sur Internet par soi-même, c'est plus quelque chose de difficile, c'est plus quelque chose d'inaccessible, c'est plus quelque chose réservé à une poignée d'élus. On est sorti de ce mode-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible à énormément de gens. Et je suis convaincu que le salariat de masse qu'on vit aujourd'hui et qui crée tant de misère intellectuelle chez les gens, c'est une anomalie. C'est une anomalie. En France, il y a 80% de salariés. Mais d'où il y a 80% de salariés? C'est une anomalie historique. Il n'y a jamais eu autant de salariés en France. Tu regardes, je sais pas, il y a 2 siècles, les gens, ils étaient à leur compte. Ils étaient cordonniers, il y avait énormément de petits commerçants. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui à cause des grandes surfaces. Il y avait énormément de petits indépendants qui faisaient plein de petits boulots. Et aujourd'hui, il n'y a plus que des salariés. C'est pour moi une anomalie et je pense que c'est à la source du malheur. Il y en a d'autres évidemment. Je pense que c'est vraiment une des sources du malheur des gens. C'est cette perte d'autonomie. On est dans une société, et surtout en France, en France beaucoup plus qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'indépendants. Les gens ont beaucoup plus cet état d'esprit d'entrepreneur. Mais en France, on a accepté en fait cette idée d'état-maman, ce concept d'état-maman.
L'État est notre maman, l'État doit subsister à nos besoins, l'État doit nous protéger contre tout, l'État doit répondre à tous nos problèmes. Et c'est pour ça que dès que les gens ont un problème, ils sortent manifester. Parce qu'ils sont convaincus que le seule entité qui peut faire quelque chose, c'est l'État. Et c'est parce qu'on a biberonné les gens à ça. On a biberonné les gens via toutes les politiques qu'on a en France qui sont ne vous inquiétez pas, ne faites rien, et puis c'est le discours des politiques à chaque fois qu'ils veulent être élus, ne faites rien, ne changez rien, l'État va s'occuper, l'État va s'en occuper, l'État va s'occuper de vous. Sauf qu'on se rend compte, la vérité c'est qu'on se rend compte que si on attend que l'État fasse quelque chose, on aura une vie misérable. On aura une vie sans intérêt parce qu'on va sans arrêt être brinque-ballé entre les propositions. On va jamais mettre ses couilles sur la table et faire le truc par soi-même. On va attendre d'être choisi. Tu sais, je pense que c'est le grand problème, c'est le manque d'autonomie. C'est on attend toute sa vie d'être choisi. À l'école, on nous demande, on nous donne des consignes, on respecte les consignes et on attend d'être choisi pour avoir une bonne note et pour passer à la classe supérieure. Quand on veut entrer dans une école, on postule, on attend d'être choisi. Quand on veut trouver un job, on pose une candidature, on attend d'être choisi. Et puis ensuite, on attend les consignes. Et en fait, on peut passer toute sa vie sans quasiment jamais prendre une seule décision. Simplement en attendant qu'on nous propose des trucs et en choisissant. Comment, dans un modèle qui fonctionne comme ça, on peut s'étonner d'être malheureux? Comment est-ce qu'on peut s'étonner de ne pas être épanoui dans la vie, d'avoir ce sentiment d'être inutile? Parce qu'on a laissé faire, parce qu'on a laissé ces grosses boîtes standardisées qui font des burgers dégueulasses exister et exploiter les gens comme si c'était des robots. Et pourquoi on les a laissés faire? Parce que trop peu de gens ont proposé des alternatives de qualité. Et je suis convaincu qu'on entre dans une nouvelle ère, et ça a déjà commencé. C'est Internet qui a permis ça. Ça a déjà commencé et ça va continuer. On est encore au tout début. Je suis persuadé qu'on entre dans une nouvelle ère qui est l'ère de l'indépendance de masse. On a été pendant un siècle dans l'ère du salariat de masse, ce qui a fait les dégâts qu'on connaît aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'il va y avoir un sursaut qui est en train d'avoir lieu. On va rentrer dans l'ère de l'indépendance de masse. Ça veut dire que les gens vont avoir ce besoin, cette envie d'autonomie. Et c'est ça d'ailleurs qui caractérise les nouvelles générations. Je ne sais pas si tu as lu des trucs sur les millennials, sur la génération Z et X. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces gens-là ont un besoin d'autonomie parce qu'ils se rendent compte que le contrat n'est plus respecté. Ils se rendent compte que leurs parents ont accepté de vendre leur liberté en échange de confort, mais que leur génération à eux, on leur demande toujours de vendre leur liberté, mais en échange, on leur propose 2 fois moins. Et c'est ça tout le problème avec le mouvement anti-work. Et c'est plus intéressant comme deal, on est d'accord. Donc, la solution, c'est pas de demander qu'on nous donne un peu plus en échange de notre liberté, moi je pense. La solution, c'est de refuser de vendre sa liberté. Et de dire non, c'est fini, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus de bosser pour votre grosse boîte de merde. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de créer mon truc à moi. Et je suis persuadé que, comme je t'ai dit, les gens aiment travailler, les gens aiment le travail quand ça les intéresse. Les gens ont tout un tas de hobbies, de passions qui sont en fait du travail. Les jeux vidéo, c'est du travail. L'humain a soif de compréhension, l'humain a soif de création, l'humain a soif de progrès. Et on leur a privé de tout ça en les parquant dans des boîtes où ils sont juste des pions standardisés interchangeables. Et c'est ça qui rend les gens malheureux. Et c'est ça l'origine du mouvement anti-work. Donc voilà. Donc moi, ce que j'essaye de faire aussi à mon échelle, en vendant mes formations, en créant des contenus sur l'indépendance en ligne, c'est de montrer aux gens non seulement que c'est possible, de leur prouver que c'est possible. C'est ça que j'essaie de convaincre. C'est le premier truc, c'est de convaincre les gens que c'est possible, qu'ils en sont capables. Moi, j'aurais probablement jamais créé ma boîte si j'avais pas eu Internet. Moi, j'ai aucun réseau. Au début, quand je me suis lancé, j'avais ni thune, ni réseau. Comment tu fais pour monter une boîte et pour gagner ta vie si tu n'as ni argent ni réseau? Et ben, tu vas sur Internet et tu crées du contenu. Tu crées du contenu sur n'importe quoi, tu choisis une passion, tu choisis un intérêt que tu as, tu crées du contenu tous les jours et tu commences à développer ton audience autour de ça. Une audience de passionnés comme toi. Et quand tu auras quelques centaines de fans qui vont te suivre, tu vas commencer à avoir cette traction, à avoir ce qu'on appelle de l'influence sur Internet. Tu vas commencer à pouvoir échanger cette influence contre de l'argent. Alors certains le font avec des partenariats sponsorisés, ce qui n'est pas forcément le plus rentable, et ce qui n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. On se retrouve souvent plus ou moins à bosser pour quelqu'un, mais on peut aussi faire ça complètement différemment, c'est-à-dire vendre ses propres produits, créer et vendre ses propres produits, soit des produits qui sont liés à notre thématique, ça peut être des produits physiques, ça peut être des produits virtuels, soit des formations qui vont enseigner ce qu'on fait ou qui vont enseigner notre passion aux gens qui nous suivent. Donc aujourd'hui, on est encore au tout début de ce phénomène, c'est pour ça que je continue à le pousser. Il y a eu la grande mode de la formation en ligne, des blogs et tout dans les années 2010, et puis beaucoup de gens sont passés à autre chose en se disant bon, c'est trop dur, je passe. Mais non, ils n'ont pas compris que c'est pas trop dur, c'est juste que ça prend un peu de temps.
C'est juste qu'il faut bosser pendant quelques mois, parfois plusieurs années. Moi, j'ai mis 3 ans avant de commencer à gagner ma vie avec. C'est juste qu'il faut persévérer. Mais c'est pas trop dur. Et en France, aujourd'hui, il y a encore tellement de place. C'est ça aussi la bonne nouvelle. J'ai encore tellement de mal, moi, à trouver du bon contenu français. Dans plein de thématiques qui m'intéressent, je suis obligé d'aller sur des chaînes YouTube ou d'aller sur des médias anglophones parce que je trouve pas de qualité en France. Je trouve rien. Et je pense que c'est lié au fait qu'on est moins autonome en France, parce qu'on a cette culture de l'État-maman, on a cette culture du salariat de masse, et les gens préfèrent sortir dans la rue en demandant 100 balles de plus à la fin de l'année, plutôt que de se dire, OK, maintenant je me bouge, je me mets au boulot et je crée ma propre liberté. Voilà, c'était mon message là-dessus. Et je vais prendre un petit peu le temps de répondre aux questions. Juste avant de répondre aux questions, j'ai une annonce à vous faire. Bon, c'est pas une grosse surprise parce qu'il y a le bandeau qui défile depuis le début de ce live pour vous l'annoncer. Mais j'ai créé, il y a quelques mois, j'ai lancé il y a quelques mois le Club Antoine BM. C'est un club qui donne accès à toutes mes formations, toutes les formations que j'ai lancées depuis ces 3 dernières années. Donc en gros, il y a quand même 99 formations, ce qui est bien parce que ça veut dire que dès que tu vas avoir un problème dans ton business, c'est un accès illimité. Dès que tu vas avoir un problème dans ton business, tu as une solution dans une des formations. Tu retrouveras toujours une solution. Tu veux développer ton audience, tu as une formation pour développer ton audience. Tu veux faire de la pub Facebook, tu as une formation sur la pub Facebook. Tu veux améliorer ta productivité, tu as une formation sur la productivité. Tu veux créer ta première formation, tu as une formation là-dessus. Donc, si tu t'abonnes au club, tu n'auras plus jamais, j'exagère peut-être un peu, mais en gros, tu auras 99 cours qui vont répondre à probablement l'immense majorité des besoins que tu peux avoir. Donc, tu n'auras plus à te soucier de merde, il faut que je me forme sur un sujet, il faut que je trouve quelque chose. Non, tu auras juste à piocher dans le catalogue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu vas avoir avec le club, c'est une communauté Telegram. Donc, c'est une communauté dans laquelle je partage les coulisses de mon business, des choses que je partage que à cette communauté. Les gens peuvent laisser des commentaires et interagir. La troisième chose, c'est une formation continue. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement accès à un catalogue de 99 formations, tu as accès à toutes mes nouvelles formations au moment où elles sortent. Dès que je sors une nouvelle formation, généralement, c'est tous les 15 jours, parfois, rarement, toutes les 3 semaines. Donc, c'est quand même généralement 2 nouvelles formations par mois. Tu vas avoir accès immédiatement sans avoir besoin de repasser à la caisse. Et puis voilà. Donc, sur ce club qui coûte normalement 198 € par mois, j'ai créé un code qui donne droit à 50% de réduction. Et ce code, tu peux l'appliquer en cliquant sur le premier lien en description. Attention, c'est valable seulement jusqu'à dimanche. Et autre chose à savoir avec ce code, c'est que ça ne donne pas seulement droit à 50% sur le premier mois, mais à partir du moment où tu souscris à l'offre en utilisant ce code, tu auras droit à 50% de réduction sur toute la durée de ton abonnement. Ça veut dire que si tu restes abonné pendant 1 an, ça fait quand même 1188 € d'économie. Si tu restes abonné pendant 5 ans, ça fait près de 6000 € d'économie. Donc, c'est pas rien. Voilà, donc si ça t'intéresse, ça expire dimanche. Pense juste à le faire avant dimanche. Je t'ai mis en description, c'est le premier lien. Maintenant, je vais prendre un moment pour finir ce live, pour répondre aux questions. Alors, je remercie à tout le monde d'être là parce qu'on est quand même 212. On a atteint un record d'audience. Le maximum qu'on avait atteint ces derniers jours, c'était 140 personnes en même temps. Donc, je suis content. N'hésitez pas à me dire un petit peu où vous êtes. S'il y a des gens sur Twitch, par exemple, je suis curieux de le voir, mais j'ai l'impression en lisant les commentaires que la plupart des gens sont sur YouTube. Alors, je vais prendre quelques commentaires, quelques questions peut-être. Oula, j'ai reçu beaucoup de choses dans le chat. Bon, on va essayer de prendre les choses une par une, essayer de le faire assez rapidement. Ok. Alors, ah merde, j'ai perdu la question. Voilà. Une petite question de Vincent. Antoine, crois-tu en la méritocratie, être responsable de sa réussite? Alors moi, je l'appellerais pas comme ça. J'aime pas tellement l'idée de méritocratie parce que ça envoie l'image que plus tu travailles, plus tu as de résultats. Ou mieux tu travailles, mieux tu as des résultats. Moi, tout ce que j'ai observé, c'est pas comme ça que ça marche. Tout ce que j'ai observé, c'est surtout avoir les bons systèmes. C'est surtout ça qui va faire la différence. C'est réfléchir, avoir les bons systèmes et créer quelque chose de rentable. Si tu es extrêmement doué dans un domaine, mais que tu te contentes, mais que tu sais pas comment le monétiser, que tu n'as pas de business model qui va derrière, ça veut pas dire que ça va fonctionner pour toi. Et il y a plein de gens d'ailleurs qui sont extrêmement doués et qui sont sous-exploités parce qu'ils n'ont pas cette approche entrepreneuriale des choses. Donc je pense qu'il faut rester humble, il faut se former, il faut apprendre les lois du marché, il faut apprendre l'entrepreneuriat, il faut étudier son marché et il faut accepter parfois aussi de rester à sa place et de faire ce qui marche, plutôt que de faire forcément tout ce qu'on a envie et d'essayer d'être le meilleur. Et tu vois, moi, par exemple, dans mon domaine, j'ai trouvé mathématiques. Mathématiques, c'est ça, c'est d'enseigner le business en ligne, de parler de ces sujets-là. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Il y a plein d'autres choses que j'aurais envie de faire dans lesquelles je pourrais être bon. Mais j'ai trouvé ce créneau-là, j'ai optimisé au maximum ce créneau-là, et donc j'ai créé un business qui est très rentable sur ce créneau-là.
j'estime que c'est pas vraiment, j'estime pas que ce soit du mérite. J'estime que j'ai eu de la chance de trouver mon créneau rapidement et que j'ai eu l'intelligence de suivre cette voie et de travailler sur ma démarche entrepreneuriale. Après, on appelle ça méritocratie ou pas. J'ai l'impression que le terme méritocratie, c'est un terme quand même plus ou moins inventé par les patrons pour faire travailler leurs employés. Moi, ça me plaît pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nourrir sa valeur, me dit Cabello. Je suis tout à fait d'accord, nous vivons une époque formidable. Tu sais que c'est extrêmement rare comme aujourd'hui comme opinion. Et non seulement c'est rare, mais c'est presque choquant. C'est-à-dire que tu dis ça aux gens, ils vont limite t'insulter. Ils vont dire, ah, comment oses-tu dire ça? C'est honteux de dire. En fait, c'est devenu une opinion extrêmement minoritaire. Et c'est intéressant parce que ça a changé. Pendant les 30 Glorieuses, la plupart des gens étaient convaincus qu'on vivait une belle époque, même s'il y avait d'autres problèmes, hein, faut pas se leurrer. Mais on vit à une époque de profond pessimisme. Et souvent, c'est dans ces époques-là qu'il y a les plus grosses opportunités et les gens les voient pas. Mais là, ce truc du web, c'est quand même gros comme une maison. Il faut le faire pour pas le voir, quoi. C'est gros comme une maison, mais les gens le voient pas et sont convaincus qu'ils ont besoin de sortir dans la rue pour avoir droit à 3 euros de plus. Moi, je crois pas en ça. Je pense qu'on peut construire aujourd'hui sa liberté et il n'y a jamais eu, en tout cas dans ce domaine-là, les opportunités n'ont jamais été aussi importantes. Alors, il y a des questions que je ne comprends pas. Si tu étais pique avec la soupe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis contre le salariat de masse. Il y a 200 ans, les gens étaient majoritairement paysans. C'est vrai, certes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous, qu'ils travaillaient tous pour d'autres gens. Il y avait aussi beaucoup plus d'indépendants. Mais attention, je ne dis pas que le salariat aujourd'hui est plus pénible physiquement que le salariat avant. Je dis juste que c'est pas parce que tu es assis sur un fauteuil confortable dans une pièce chauffée toute la journée que tu vas être heureux. Il y a aussi la santé mentale. Et les problèmes de santé mentale aujourd'hui n'ont jamais été aussi importants. On le sait, ça c'est un fait. La déresponsabilisation, c'est terrible. En parlant de l'état-maman, tu as un avis sur la prime inflation qui va toucher 38 millions de Français, bah, ça sert à rien parce que ça va être retiré. En fait, moi je suis pas tellement dans ces trucs-là, je suis pas énormément ces informations-là, parce que pour moi c'est vraiment tout ça, c'est des miettes, c'est du détail, tu vois, c'est du détail. C'est-à-dire que les gens qui disent ah une prime inflation, génial, je vais gagner 200 balles, non, c'est rien par rapport à ce que tu peux faire individuellement. Tout ça c'est un jeu, c'est comme un petit théâtre, tu vois, qui a lieu, qui peut être intéressant à observer. Moi j'aime bien la politique, j'observe la politique parce que la politique c'est de la persuasion dans une démocratie. Et donc c'est super intéressant de voir tous ces candidats qui font des concours de persuasion. Mais les mesures, j'en ai rien à foutre. Enfin, il y a peut-être une mesure sur 100 qui me concerne, et la plupart du temps, ça me concerne dans une limite qui est toute petite. C'est l'État qui veut se rendre, donc on parlait de l'État-maman, c'est l'État qui veut se rendre indispensable pour s'étendre et survivre en justifiant son utilité. Évidemment que c'est dans l'intérêt de l'État de propager cette culture d'État-maman. En fait, le problème, c'est que ce que font les gens qui critiquent l'État ou qui combattent l'État ou qui manifestent contre l'État, c'est qu'en fait, ils nourrissent l'État. C'est ça qu'on se rend pas compte. Les gens qui vont protester dans la rue, c'est mon opinion, hein, on a le droit de pas être d'accord, on est bien d'accord. Mais quelqu'un qui manifeste dans la rue en demandant à l'État plus d'avantages, il joue le jeu de l'État. Puisqu'il dit à l'État, la balle est dans votre camp, vous êtes le patron, c'est vous qui choisissez, s'il vous plaît, donnez-moi plus. Bon, ils ne disent pas s'il vous plaît, mais c'est ça l'idée. Ça continue à rassurer l'État sur son pouvoir, le fait que les gens aillent dans la rue et demandent des choses. En fait, moi je pense que la meilleure façon de défier l'État, c'est de minimiser son importance. C'est de dire, ah bah je m'en fous, moi je fais ma vie en fait. Si l'État met trop de taxes et que ça devient insupportable, bah je me barre, je vais à l'étranger, c'est ce que font énormément d'entrepreneurs. Moi tu sais que j'ai peut-être les 2 tiers ou les 3 quarts des mecs qui font le même métier que moi qui ont quitté la France depuis longtemps, hein. Je suis un des seuls résistants à vivre à Paris. Et quand les mecs viennent me voir, ils me disent putain, bravo mec, tu soutiens. Moi, non, je soutiens pas, c'est juste que j'aime bien cette ville, c'est pour ça que je reste là. Mais les 3 quarts se sont déjà barrés en fait. C'est un signe politique beaucoup plus fort que d'aller manifester. C'est bien plus grave pour un pays d'avoir ses citoyens qui s'en vont que d'avoir ses citoyens qui sont mécontents. Parce que les citoyens qui s'en vont, c'est fini, c'est plus aucune recette fiscale. C'est la fuite des cerveaux, quoi. Donc c'est catastrophique pour un pays d'avoir ses citoyens qui s'en vont. Donc moi c'est ça mon approche, c'est une approche individuelle. Et je pense que s'il y a une vague de gens qui se tournent vers l'indépendance, il y aura un changement politique qui va être beaucoup plus important que si les gens vont dans la rue pour râler et qu'on leur dit allez, tenez, voilà quelques miettes pour tenir jusqu'à la prochaine manifestation. Ils jouent le jeu de l'État, les gens qui font ça. Ils s'en rendent évidemment pas compte et j'ai absolument rien contre eux, mais je pense qu'ils jouent le jeu de l'État, oui. L'ubérisation n'a pas aidé ces dernières années, certes.
Ceci dit, sur l'ubérisation, moi j'aurais tendance à défendre l'ubérisation par rapport au salariat de masse, parce que l'ubérisation, c'est un système dans lequel on n'enferme pas, on n'essaye pas de rendre captifs ces travailleurs. L'ubérisation, extrêmement souvent, c'est une passerelle, c'est du provisoire. Les livreurs, par exemple, Uber Eats ou Deliveroo, c'est rarement des gens qui font ça pendant 10 ans. C'est souvent des gens qui font ça à une période de leur vie parce qu'ils ont besoin d'argent. Moi, j'ai un ami qui l'a fait, donc je le sais. C'est un gars qui adore faire du vélo, qui s'est dit tiens, je vais faire ça. Il s'en est absolument pas plein. Il a fait ça pendant quelques mois de sa vie pour avoir un petit complément de revenu, tu vois, pendant la crise Covid parce que ça l'a bien aidé. Et ensuite, il a arrêté. Donc moi, ce que j'apprécie dans les systèmes ubérisés plutôt que dans les systèmes salariés, c'est qu'au moins ubérisés, on ne demande pas aux gens d'être loyaux. On leur demande rien. On leur dit bon bah vous faites le job, on vous paye ce qu'il faut vous payer pour ça. Généralement, c'est pas super bien payé, mais c'est pas non plus les pires. Et voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Et vous vous arrêtez quand vous voulez, on vous remplacera, il n'y a pas de souci. Le salariat de masse, c'est bien plus pernicieux parce qu'on dit aux gens, c'est votre métier, c'est votre vie, vous devez tout donner pour ce métier et vous allez travailler dedans pendant des années. Et en même temps, on les traite comme de la merde. Donc c'est le pire truc en fait, c'est un truc c'est le syndrome de Stockholm en fait qu'on essaie de produire. Donc moi, l'ubérisation, au moins, il y a une honnêteté de dire bon bah vous êtes tout à fait interchangeable, vous inquiétez pas, on s'en fout de vous, vous pouvez vous barrer quand vous voulez. Bon bah c'est honnête, moi je préfère ça, tu vois, et au moins on ne te fait pas croire que tu es important alors que c'est pas le cas. Alors, d'autres questions, peut-être des questions un peu plus business, je vais prendre pour les 15 dernières minutes. Vincent qui me dit je suis entrepreneur, je gagne très bien ma vie et je manifeste ce what? Aucun problème. J'ai absolument rien contre les gens qui manifestent. Je dis juste que c'est pas le moyen le plus efficace de provoquer des changements radicaux dans la société, de mon point de vue. Je dis pas que ça sert à rien, attention, il y a énormément d'avantages qui ont été acquis via les protestations, mais je pense que c'est l'action individuelle qui va vraiment provoquer les profonds changements. Je pense qu'en fait, Vincent, je pense qu'en devenant entrepreneur, tu vas provoquer beaucoup plus de changements dans la société qu'en allant manifester et qu'en étant juste une personne noyée dans la masse. C'est vraiment le nombre de manifestants qui va faire la différence. Mais individuellement, ça ne fait pas énormément, c'est plus les actions. En étant entrepreneur, c'est une action qui est beaucoup plus forte. La soif de liberté, c'est ça qui me mobilise. Eh oui, moi aussi. Ah, toujours Vincent, tu peux pas juste dire ce qu'entrepreneur était toi. Je fais un transfert sur ton profil en attendant les autres la même chose. Mais surprise, nous sommes différents et l'accepter. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que personne dit aux gens soit entrepreneur et tais-toi. Par contre, tout le monde dit aux gens soit salarié et tais-toi. C'est ça le problème. C'est qu'on vit dans une société où 80% des gens sont salariés, alors qu'il y a probablement la moitié d'entre eux qui sont absolument pas faits pour ça, qui ont besoin d'autonomie et de liberté supérieure aux autres. Personne ne m'a jamais dit, rassure-toi, personne ne m'a jamais dit sois entrepreneur et tais-toi. C'est moi qui ai dû dire aux gens non, non, je ne ferai pas ce que vous voulez, je vais devenir entrepreneur. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est encore un acte de rébellion, hein. Les 100 euros, c'est un pourboire. Bah oui, je suis d'accord. Alors, j'ai 1 milliard, j'ai beaucoup trop de messages sur le chat aujourd'hui, donc c'est difficile de choisir. Quelle est la durée pour toi pour créer une formation? Bon, là, on sort complètement du sujet, mais je crée mes formations, je passe entre 2 jours et 5 jours à créer mes formations. Il faut savoir que c'est des petits produits d'1 heure et demie, donc ça se crée comme un cours, tu vois, je sais pas, comme 1 heure ou 2 heures de cours, donc c'est assez rapide. Euh, mais pour ma première formation, j'ai dû mettre plus dans les 2 semaines. Ok. Ah, question de Mia. On se lançant sur YouTube en vendant des formations en partant de zéro. Est-ce que tu penses qu'on peut y vivre et quitter le salariat au bout de 2 mois? Alors, 2 mois, c'est speed, hein. Moi, je te rappelle que j'ai mis 3 ans à le faire. Moi, ce que je conseille, en fait, moi, je conseille pas cette approche-là. Je conseille pas aux gens de se dire, OK, un, j'arrête le salariat, deux, je deviens entrepreneur. Là, on est dans une approche de salarié, c'est-à-dire on est dans une approche, je quitte un job, je prends un autre job. L'avantage, le grand avantage du salariat, c'est que tu es payé dès le premier jour. Les entrepreneurs ne le sont pas. Donc, il faut prendre une approche différente. L'entrepreneuriat en ligne, c'est quelque chose qui peut être créé sur son temps libre. Donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de tester la machine sans prendre de risque, de tester la machine sur ton temps libre tout en restant salarié au début. Comme ça, voilà, tu n'es pas au pied du mur, tu n'as pas le couteau sous la gorge et tu peux t'amuser un peu, tester différentes choses jusqu'à trouver quelque chose qui a de l'attraction. Donc, teste beaucoup de choses sur ton temps libre, sur tes week-ends. Utilise cette motivation que tu as peut-être de quitter le salariat pour ça.
Et sur ces expérimentations, tu vas peut-être trouver à un moment quelque chose sur lequel il va y avoir de l'attraction. Et à ce moment-là, quand tu vas commencer à gagner de l'argent dessus, quand tu auras prouvé la valeur de ton idée, c'est ça qu'il faut attendre. C'est juste de savoir, avoir la certitude qu'on est capable d'en vivre. Moi, j'ai attendu d'avoir la certitude que j'étais capable d'en vivre pour quitter mes études. Ça a été l'élément déclencheur. Le jour où j'ai commencé à gagner de l'argent, suffisamment pour me dire, OK, si je suis à plein temps, c'est sûr que j'ai un salaire pour en vivre. Ce jour-là, j'ai choisi de faire une année de césure, j'ai quitté mes études. Mais il faut arrêter avec cette approche de j'arrête ça, je commence ça. Non, c'est tu commences ça pendant que tu fais ça, et une fois que tu as trouvé quelque chose qui marche, là tu peux arrêter. Après, évidemment, tu fais comme tu veux, mais c'est mon conseil, parce que beaucoup de gens se retrouvent dans la merde à cause de ça. Est-il envisageable de pivoter thématique? Bien sûr, surtout au début. En fait, plus tu seras avancé, plus tu auras de notoriété dans ta thématique, plus tu auras un business qui est bien installé, plus ce sera difficile de pivoter. Mais c'est comme une startup. Le principe d'une startup, c'est au début, elle pivote, elle pivote, elle pivote jusqu'à trouver de l'attraction. L'attraction, c'est ce qu'on appelle le product market fit. C'est quand tu as trouvé ton marché, hein, pour parler simplement. En gros, quand il y a des gens qui sont intéressés par ton offre, qui sont prêts à payer. Et quand ces startups trouvent de l'attraction avec le bon business model, à ce moment-là, elles s'arrêtent, elles deviennent grosses. Qui savait par exemple que Instagram, avant d'être un réseau social de photos, c'était un réseau social de localisation. C'était un peu comme Foursquare, le but c'était de partager là où tu étais. Sauf que ça marchait pas, ils se sont rendus compte que ce qui marchait le mieux dans le réseau social, c'était quand les gens postaient des photos, ils ont pivoté, ils sont restés sur leur réseau social de photos. Hmm. Est-ce que tu as déjà eu affaire à un concurrent malhonnête qui attaque directement ton business? Oui, j'ai eu affaire à un concurrent malhonnête, je ne citerai pas son nom, mais oui, j'ai eu affaire à un concurrent. Il faut se protéger. En fait, ça qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce que tu fais dans ton business, il faut avoir des protections parce que plus tu vas grossir, plus tu vas devenir une cible. Ça, c'est quelque chose d'évident. Donc, faut anticiper les scénarios qui peuvent se produire et se protéger. Bon, après, ça va, hein. Il y a des gens qui ont connu bien pire. Euh, Tiens, là, il y a une intervention intéressante. Aujourd'hui, on a un système où on a tout de suite. Rencontre, shopping, film, sauf l'emploi idéal. Alors, peut-être aussi que c'est lié à ça, disons, peut-être pas la peur, mais le fait que les gens se lancent pas forcément facilement dans l'indépendance. Je parle pas, encore une fois, quand je parle d'entrepreneuriat ou d'indépendance, je parle pas de devenir start-upper et de vendre sa boîte 15 millions, hein. Je parle de juste gagner entre 2000 et 5000 euros par mois, ce qui est loin d'être sorcier, ce qui est accessible à énormément de gens. Et c'est vrai que ça demande de la patience. Ça se fait rarement en 2 mois. C'est possible, il y en a qui le font, hein, attention, hein. J'ai interviewé des gens sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver les interviews, qui ont réussi à gagner de l'argent très très vite, parce ils sont beaucoup formés avant, ou parce qu'ils ont eu de la chance, ou parce qu'ils sont malins. Mais la plupart du temps, ça prend plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et donc c'est vrai que ça demande un peu de sortir de cette habitude de société de consommation qu'on nous a inculquée, qui est je veux quelque chose, je l'ai. Il faut réussir à sortir de ça et prendre le temps pour avoir quelque chose de mieux, pour construire quelque chose de mieux. Là, on parle vraiment de construction. Quand tu es entrepreneur, globalement, tu crées ton métier. Tu prends pas un métier qu'on te propose sur un plateau avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte. Tu décides de créer ton métier. Créer, ça prend toujours plus de temps que prendre quelque chose qui a déjà été fait. Euh, alors, question de Yannick. Bonjour Antoine. Mon problème, c'est que j'ai l'impression que je discute parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai que 6 minutes et ça, c'est une question où généralement je parle pendant des heures. Mon problème, c'est que j'ai l'impression qu'à part la vente de formation et le marketing de réseau, il y a peu de choses. C'est faux. C'est juste faux. Il y a énormément d'opportunités aujourd'hui sur Internet. Il y a énormément de choses. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que une grosse partie de ces opportunités sont réservées aux gens qui ont fait cet effort de construire une audience. La vraie différence, pour moi, la vraie révolution, elle est là. La vraie révolution, c'est pas seulement l'outil Internet, qui certes est déjà énorme. Tu peux créer du logiciel, tu peux créer des apps et réussir à le vendre sans te faire connaître. Mais la vraie révolution, elle est dans la capacité à tous de construire une audience. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu auras construit cette audience, tu pourras lui vendre en fait n'importe quel type de produit. Évidemment, tu peux vendre des formations, et les formations, c'est un peu un produit magique parce que tu peux le créer facilement. Mais déjà, rien que dans le domaine des formations, c'est tellement vaste. C'est-à-dire que tu peux vendre des formations sur 1 million de sujets.
Donc déjà, dans ce domaine-là, c'est extrêmement vaste. Si vraiment c'est pas ton truc, la formation, tu as encore tout un tas d'autres choses que tu peux vendre. Tu peux vendre des goodies, tu peux vendre des services, de la prestation de services, tu peux vendre du coaching, tu peux vendre, j'en sais rien, enfin, tu peux vendre des tas de trucs. Tu peux vendre des tas de trucs. Regarde ce que tu sais faire. Tu fais du montage vidéo, tu peux vendre du montage vidéo. Tu fais du graphisme, tu peux vendre tes compétences de graphisme, tu peux vendre des logos, tu peux vendre un habillage pour les lives YouTube que je suis en train de faire. Il faut simplement se poser la question en ces termes. Au lieu de se poser la question quel est le métier qui est fait pour moi, au lieu de penser en termes de métier, penser en termes de valeur. C'est-à-dire se poser la question qu'est-ce que je sais ou qu'est-ce que je maîtrise et dont les autres personnes peuvent avoir besoin. Qu'est-ce que je maîtrise dont les entrepreneurs peuvent avoir besoin, par exemple. Je sais pas si je sais faire des pubs Facebook, si je maîtrise l'outil pour faire des pubs Facebook, qui est quand même bien compliqué, c'est une valeur que je peux vendre. C'est quelque chose que je peux proposer à des clients. Donc, en fait, il faut pas s'enfermer dans un truc. Non, évidemment, il n'y a pas que la formation. La formation est un produit magique, c'est un produit que je mets beaucoup en avant parce que c'est comme ça que j'ai pu créer et scaler dans ma boîte. C'est plus difficile de scaler avec du service. Mais là, on parle pas de devenir Jeff Bezos, on parle de gagner sa vie sur le web. Gagner sa vie sur le web, en fait, la plupart du temps, il suffit de faire ce que tu fais déjà en tant que salarié et de le proposer à des clients. C'est aussi simple que ça. Les compétences que tu as développées en tant que salarié ou dans tes études, c'est des compétences qui peuvent être revendues. Et à côté, tu peux créer de nouvelles compétences à partir de sujets qui t'intéressent parce que l'information est libre et que rien ne t'empêche de lire 4-5 livres sur un sujet, de suivre des tutoriels YouTube, de te former un petit peu pour être capable, dans 3 mois, d'en savoir plus que 99% des gens sur le sujet et pouvoir proposer cette compétence à cette nouvelle personne. Donc en fait, il faut vraiment penser en termes de valeur. Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Et comment est-ce que je pourrais leur proposer ça en échange d'argent? C'est aussi simple que ça, au lieu de penser en termes de métier et d'attendre qu'on nous propose un métier. Ça, c'est une mentalité de salarié. Il faut sortir de ce truc-là et penser en termes de valeur. Combien de lancements as-tu floppé avant de réussir? Alors, mon premier lancement, j'ai fait 800 € et je considère que c'est un immense succès. Parce qu'à l'époque, c'était mon premier lancement, j'avais pas une grosse liste. Et pour moi, c'était presque un salaire, finalement, c'était presque suffisant pour payer un loyer. Et je me suis dit, pour moi, ça a été une révélation de me dire, OK, je pourrais un jour en vivre. Pour moi, ça a été ça le déclic. Maintenant, j'ai eu plein de formations qui ont floppé après. J'ai lancé des produits qui ont fait 3 ventes, ça m'est arrivé, c'est galère, etc. Mais si tu veux, si tous tes lancements flop, c'est qu'à un moment, il faut changer la recette. Il faut trouver ce qui ne va pas, il faut identifier, il faut continuer à te former, il faut pivoter, comme on l'a vu tout à l'heure, essayer de nouvelles choses, améliorer ton copywriting, peut-être construire une audience plus qualifiée. Il va falloir passer par ces étapes-là. Mais je t'invite vraiment à aller voir. On a fait une interview avec, je crois qu'il s'appelle Théo, mais je me trompe peut-être. J'essaierai de la retrouver et de vous mettre le lien dans les commentaires. Non, il s'appelle pas Théo. J'ai oublié son nom, mais il est génial. C'est un gars qui me suit et qui a fait quelque chose comme 20 lancements de produits. Et sur ces 20 lancements, il a fait 0 vente, 0 vente, 0 vente, 0 vente, 0 vente. De fou. Pendant peut-être 2 ans. Il a continué à lancer des produits en faisant 0 vente. Et aujourd'hui, il gagne sa vie avec. Et parallèlement, il a monté un système d'affiliation qui lui a permis de gagner beaucoup d'argent. Donc, je t'invite à aller voir parce que c'est un très bon exemple de persévérance et de comment le fait de pivoter peut te permettre au bout d'un moment de trouver la recette qui marche. Donc, je vous mettrai le lien si je le retrouve. On va arriver à la fin de ce live. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter. C'était vraiment super intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci aux plus de 200 personnes simultanées qui l'ont suivi. C'est super exaltant de voir que chaque jour, il y a plus de viewers que la veille. Ça, c'est génial. Pour rappel, 50% offert sur le Club Antoine BM. Le Club Antoine BM, c'est toutes mes formations en illimité. Une vraie formation continue pour ceux qui ont envie de se former à l'entrepreneuriat en ligne. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis que c'est accessible, c'est différent. Mais évidemment, il va falloir prendre la responsabilité de sa formation individuelle. Il va falloir se former, il va falloir apprendre. À chaque étape, tu vas avoir besoin d'aide. Donc évidemment, je suis pas le seul formateur. Tu peux aller te former chez quelqu'un d'autre. Tu peux aussi lire des bouquins. Mais si tu as besoin, si tu veux, d'un catalogue de formation qui répond à presque toutes les questions que tu vas avoir sur le chemin, tu peux rejoindre le club. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui sont abonnées. Je vous partagerai un petit peu des témoignages aussi demain parce que j'ai reçu des très très bons témoignages. Et il y a 50% offert, c'est-à-dire que si tu t'abonnes avant dimanche au club, tu as droit à 50% de réduction, pas seulement sur le mois où tu t'abonnes, mais sur tous les prochains mois tant que tu restes abonné. Donc c'est un vrai avantage que je mets à votre disposition. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Bonne fin de matinée à vous. Ciao.